chiquito jugando a la guerra como un niño rico sin educación. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Decide en el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es Au nom de France-Amérique latine, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre présence pour ce débat, cette conférence débat qu'on a organisé pour ce soir, co-organisé avec nos partenaires de Juntanza, de Las Rojas et Alerte féministe. Et nous avons ce soir l'honneur d'accueillir nos invités, donc Nicole Fortenfer et Victor Hugo Ramirez Garcia. Nicole, membre associé de l'UMR de développement et société de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, docteur en sociologie, autrice de politique des genres et féminisme dans le Chili de la post-dictature. C'est un plaisir, on a déjà eu l'occasion de partager avec Nicole d'autres conférences sur le sujet ou des sujets sur l'Amérique latine. Et bienvenue aussi à Victor Hugo Ramirez Garcia, docteur en démographie, auteur de la thèse L'administration du désir et le gouvernement des corps, les politiques de l'éducation à la sexualité au Mexique, présenté à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus ici, merci pour l'invitation, je suis très content d'être ici. Je vais respecter les temps, donc on commence. À manière d'introduction, comme vous le savez peut-être, et c'est sûr, on assiste depuis une dizaine d'années à une droitisation de la vie publique, et pas uniquement de la vie publique, mais du débat politique, du débat médiatique. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Amérique latine, il s'agit d'une vingtaine de pays où la volatilité politique s'est accentuée ces dernières années. Pour que vous savez, environ 9 pays, dont l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Équateur, la Bolivie, le Mexique, ont changé, vous les versez politiquement de droite à gauche et de gauche à droite dans ces dernières années. Il s'agit d'une région où l'hégémonie de l'Église catholique est très historique, mais aussi la présence et la percée du christianisme évangélique. Il s'agit d'une région d'extrême inégalité, ou d'extrême pauvreté, mais aussi d'une richesse des classes dominantes très forte. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que dans ces dernières années, il y a aussi une percée des mouvements féministes et LGBT dans certains pays. Les cas argentins et les cas mexicains viennent dans ma tête, mais c'est sûr de la Colombie, du Chili aussi. Donc, il faut dire que les modalités de l'extrême droite sont différentes dans l'Amérique latine par rapport à l'Europe, par rapport à l'Amérique du Nord. Les cas Bolsonaro et Milei sont les plus étudiés jusqu'à maintenant, mais il y a d'autres manières, d'autres différences dans d'autres pays. Et ces différences sont dues à des conditions historiques et politiques différenciées. Mais ce qui nous renie aujourd'hui, c'est les rapports entre extrême droite et genre, féminisme, question LGBT. Donc la définition de l'extrême droite par rapport à ces sujets, là c'est une tendance politique axée sur la réification de la nation et les gens comme une idéologie extérieure qui met en danger une société qui se dit pure et traditionnelle. C'est pour ça que la dite idéologie de genre comme stratégie politique
politique, médiatique, des uniquement de l'extrême droite, mais de tous les secteurs conservateurs, ont eu beaucoup de succès dans la région. Donc, cette extrême droite défend un ordre naturel où les femmes et les hommes, les identités non hétérosexuelles et hétérosexuelles ont une hiérarchie établie, naturelle, qui doit être respectée. Et il y a aussi une autre condition, qui c'est l'effet Trump. Les deux mandats de Trump ont beaucoup influencé la montée, la consolidation, la solidification de l'extrême droite dans ces pays. Donc, pour les 5 minutes qui me restent, je pourrais parler d'une comparaison que j'ai faite après ma thèse entre les politiques de l'éducation sexuelle au Brésil, au Mexique et au Pérou. Parce que, comme je viens de dire, l'idéologie du genre, qui c'est les stratégies des groupes d'extrême droite et conservateurs, a beaucoup s'est focalisé sur les secteurs éducatifs et les politiques d'éducation à la sexualité et les politiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, dans ces 3 pays, les mouvements contre l'éducation à la sexualité, contre l'égalité entre hommes et femmes dans l'éducation ont été très forts. Au Mexique et au Pérou, même, elle est arrivée à la Cour suprême pour décider si les enfants ont ou pas les droits à l'éducation à la sexualité. Donc, pour les cas mexicains, je dois dire juste qu'il s'agit presque d'une exception dans la région et presque dans le monde à l'état actuel, parce que, bon, comme vous le savez, on a un gouvernement de gauche depuis 2018, et par rapport à Andrés Manuel López Obrador, qui c'est l'antérieur président, qui était très conservateur en question de LGBT, en question de féminisme. La présidente actuelle, Claudia Sheinbaum, c'est dit féministe, elle est entourée des féministes historiques qui ont essayé de guider les politiques par rapport à l'égalité entre hommes et femmes. Et jusque-là, ils ont essayé de mettre en place des politiques qui s'alignent avec les féminismes et l'intersectionnalité. En fait, depuis 2023, ils ont modifié les cahiers de l'éducation à la sexualité pour toute l'école primaire à la manière d'introduire dans les bouquins, dans les cahiers, questions de féminisme, des violences entre hommes, des violences sexistes et sexuelles, les questions LGBT, les questions indigènes, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un mouvement consolidé et renforcé par les gouvernements de gauche de mettre au centre de politique ces politiques-là. Donc, quoi d'autre dire? Au Mexique aussi, il n'y a pas une partie d'extrême droite dans le sens institutionnel du terme. Il y a par contre des groupes très conservateurs, comme, je ne sais pas si vous connaissez, les Junquet, qui c'est en fait un groupe transatlantique qui a percé aussi en Espagne et qui est lié à l'Église catholique, à des groupes très conservateurs de l'Église catholique, comme l'Opus Dei, comme les Légionnaires, les Légionnaires de Christ, etc., qui ont une étroite alliance avec la classe gouvernante. Pourquoi? Parce que c'est les enfants de la classe gouvernante qui vont aux universités, à l'école de ces groupes religieux et qui sont aussi contre l'idéologie du genre, contre les politiques d'égalité entre hommes et femmes, etc. Donc il y a une espèce d'alliance qui ne se dit pas d'extrême droite, mais qui est très conservatrice. Donc il y a cette différence par rapport aux partis politiques qui se dit d'extrême droite, proprement. Il n'y a pas la question de la xénophobie non plus. Historiquement, les partis des droites mexicains, comme c'est les partis Action Nationale, sont très penchés sur les États-Unis, inviter les États-Unis à gouverner d'une certaine manière les politiques publiques du pays, sont très ouverts au nord. Et pas tant au sud de la région. En fait, le Mexique a pendant longtemps négligé les relations avec les pays du sud, de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et par rapport à cette comparaison que j'ai faite entre le Brésil, le Mexique et le Pérou, il y a évidemment des différences historiques.
les politiques d'égalité entre hommes et femmes au Mexique ont commencé très tôt, à la fin des années 80, début des années 90, avec tout un mouvement des femmes féministes qui ont travaillé aussi aux grandes conférences du Caire, Beijing, etc., et qui ont retourné au Mexique pour concevoir et mettre en place des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, au Mexique, il y a eu tout un mouvement dans les années 2000 pour mettre en place les politiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Pas tant que ça pour l'éducation et la sexualité, parce que les gouvernements de droite des années 2000 et des années 2006 ont exercé une espèce de blocage et de lobbying contre l'éducation et la sexualité. Sauf qu'au Mexique, comme aux États-Unis, c'est un système politique fédéral. C'est-à-dire que chaque État a l'attribution de décider sur ces politiques d'éducation à la sexualité, ce qui complexifie les scénarios. Donc, au Mexique, on a eu des contextes où un gouvernement de droite locale a mis en place des politiques d'éducation à la sexualité avec l'abstinence, par exemple. Tandis que le gouvernement fédéral, moi de droite, parce que c'était pas la gauche, mais moi de droite, a impulsé par exemple la pilule du lendemain, des contraceptives et les méthodes de contraception pour contrôler la fécondité des femmes, notamment des femmes pauvres. Donc il y a aussi tout un mouvement eugéniste historique dans les pays. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais partager avec vous. Les mouvements, juste pour finir, les mouvements LGBT au Mexique a été très fort depuis les années 2000. Tant ça qu'aujourd'hui, 2026, dans presque toutes les 32 États du Mexique, comme je vous ai dit, c'est un État fédéral, donc chaque État doit légiférer par rapport au mariage entre personnes de même sexe. À cet État-là, presque tous les États ont légiféré. Et les essais qui ont été faits depuis les gouvernements centraux pour légiférer les mariages entre personnes de même sexe ont échoué depuis les années 2000 à cause des alliances des droites et des groupes conservateurs, ultra-conservateurs avec la classe dominante. Donc c'est un contexte complexe, un contexte différent par rapport à la région là que la gauche gouverne. Et il y a d'autres conditions comme les narcotrafics, etc., qui également complexifient la situation mexicaine. Mais voilà, l'effet que la gauche est au pouvoir là a d'une certaine manière bloqué la formation d'une extrême droite très forte. On va voir qu'est-ce que ça donne d'ici la prochaine élection présidentielle. Il y a des groupuscules qui essaient là de créer des partis politiques d'extrême droite, mais jusque-là, ils n'ont pas réussi et les soutiens des élections pour la gauche a été évidente dans les élections 2018 et dans les élections 2024. Donc on va voir pour les années qui viennent qu'est-ce que ça donne. Et merci beaucoup. Je passe la parole. Je suis Nicole Forstenzer et on va passer d'un bout à l'autre du continent, puisqu'on va passer du Mexique au Chili. Je voudrais remercier FAL pour l'invitation, Suzanne aussi pour l'organisation et les associations féministes pour le partage du moment. C'est une super initiative. Et effectivement, comme Rodrigo l'a dit au début, j'étais là il y a un peu moins de 2 ans, c'était en juin 2024, pour parler de 2 gouvernements progressistes en Amérique latine, c'était le Chili et la Colombie. Et depuis, le Chili a basculé. Donc voilà, premier constat. Pour rester dans les 10 minutes, je vais me concentrer vraiment sur la situation actuelle au Chili, sur le gouvernement de José Antonio Cast.
Dans un deuxième temps, et si le temps le permet, je mettrai un peu en perspective avec le contexte politique et institutionnel de la post-dictature chilienne et avec l'évolution des féminismes chiliens et des dissidences dans le rapport avec les mouvements sociaux autres, puisque les mouvements féministes au Chili ont été un puissant moteur de rassemblement et de convergence des luttes et d'opposition à l'autoritarisme, mais aussi dans les rapports plus intimes et plus complexes des féminismes chiliens avec la ou les gauches chiliennes. Donc d'abord, le gouvernement caste, c'est l'extrême droite pinochetiste au pouvoir. Donc José Antonio Kast a été investi le 11 mars, donc il y a moins d'un mois, on a très peu de recul encore. Et il a aussi pris ses fonctions avec un pouvoir législatif renouvelé et avec un congrès qui n'est pas totalement à droite, puisque au Sénat, il y a une équivalence des blocs de gauche et de droite, même si le porte-parole, donc la direction, la présidence du Sénat a été négociée et remportée par la droite qui s'est alignée derrière José Antonio Kast, il n'y a pas de question là-dessus. Et la Chambre des députés a une majorité de droite. Il est élu au second tour très confortablement, puisqu'il remporte le deuxième tour avec 58% des voix. Et il arrive au premier tour, pas tout seul, puisqu'il y a quand même il y a trois candidatures d'extrême droite et une autre candidate de la droite dite traditionnelle, qui regroupe aussi la droite d'héritage pinochetiste. Donc dans un paysage avec vraiment une pullulation d'une extrême droite qui va depuis le libertaire Parisi, qui a obtenu des très bons scores aux législatives, jusqu'à l'extrême droite plutôt traditionnelle, parce que la droite traditionnelle au Chili, c'est une droite d'héritage pinochetiste. Donc il y a un certain temps, on considérait que l'UDI, l'Union démocratique indépendante, c'était l'extrême droite. Bon, Evelyn Matei, elle a été évincée, mais il y avait aussi Johannes Kaiser, qui est un autre libertaire. Et donc Kast, c'était sa troisième candidature présidentielle. Et il est élu donc très confortablement face à la candidate dite de l'officialisme du gouvernement de Boric, qui est Janet Jara, qui est communiste, ministre du Travail. Et donc il est élu sur trois grands axes de campagne: la sécurité, l'immigration, et notamment les promesses d'expulsion des migrantes et des migrants illégaux au Chili, et la restauration de l'économie, puisque le mandat de Boric a été marqué par l'inflation liée à l'après-Covid, à la crise en Ukraine, etc. José Antonio Kast, il faut insister un peu sur son parcours à lui en tant que figure, qui contraste avec des parcours et des figures comme Michelle Bachelet ou Gabriel Boric. Il est fils d'un militant nazi allemand qui est arrivé au Chili en 1950. Il fait partie du mouvement catholique extrême Schoenstatt, qui s'apparente au mouvement dont nous parlait Victor à l'instant, Opus Dei, Légionnaires du Christ, etc. Il est père de 9 enfants. Il est ouvertement pinochetiste, donc il a voté oui au plébiscite de 88 sur le maintien du général Pinochet au pouvoir, et il dit souvent qu'il le referait si c'était à refaire aujourd'hui. Il a des positions extrêmement conservatrices sur le plan moral ou des libertés individuelles. Donc il est opposé à l'avortement, il est même opposé à l'avortement pour les 3 causes, donc c'est ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique au Chili, les 3 causales, qui sont malformation grave du fœtus, viol ou danger pour la vie de la mère, et il est opposé aux unions de même sexe. Et à ce titre-là, il n'est pas inconnu de mémoire féministe, puisque c'est lui en 2009 qui amène devant le tribunal constitutionnel chilien une question sur la légalité de la pilule du lendemain, qui va amener à cette époque-là le tribunal constitutionnel chilien à dire que le lévornogestrel, donc une hormone qui est contenue dans la contraception d'urgence, mais aussi dans beaucoup de pilules quotidiennes et dans les stérilets hormonaux, est anticonstitutionnelle puisque abortive. À ce moment-là, évidemment, ça ne laisse pas indifférent ni la société ni l'opinion chilienne, puisqu'on découvre une institution qui est considérée comme un héritage de la dictature, dont les membres sont obscurement nommés, etc., et qui en plus va s'immiscer jusque dans le lit des Chiliennes et des Chiliens. Donc, dans cette dernière campagne électorale, José Antonio Kast, il est obligé de diluer un peu ces positions-là. Il nuance beaucoup, il dit que lui va gouverner sur l'économie, la sécurité, pas sur cette guerre des valeurs ou de la morale.
Depuis son arrivée au pouvoir, il gouverne sur un style d'extrême droite qui se rapproche de ce dont nous parlait Victor il y a quelques instants. Donc une inspiration à la fois profondément ancrée dans la droite ultra-conservatrice chilienne, mais matissée de style Trump, Milei, Bolsonaro. Donc il a décrété un gouvernement d'urgence. Il a multiplié les symboles pinochetistes, il a attaché à l'écharpe présidentielle le blason du Chili. Il s'est installé pour vivre à la Moneda et arrivé au pouvoir, il a signé une série de décrets qui soit reviennent sur des acquis, soit vident des avancées législatives de toute leur substance. Donc par exemple, il dit qu'il va utiliser les pouvoirs présidentiels pour gracier des agents de maintien de l'ordre, donc de la police, des carabiniers ou des forces armées autres, condamnés pour des violations de droits humains pendant l'estallido, donc le grand soulèvement social de 2019, ou bien pendant la dictature de Pinochet. Il a suspendu, ou en tout cas il a rendu impossible la mise en œuvre de la loi Carin. La loi Carin, c'est sur le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles au travail, en annulant le décret d'application. Il en a fait de même pour une quarantaine de décrets environnementaux et même pour une loi qui portait sur le traitement animal et les animaux domestiques. Sa priorité, donc, c'est la frontière et il a un plan pour ça, c'est le plan Escudo Fronterizo, où il a construit une tranchée de 3 mètres de profondeur, des grillages, des murs de 5 mètres de haut, assortis de tours de surveillance, de drones, de radars thermiques. L'idée étant d'avoir un verrouillage de la frontière et une remilitarisation de la zone. Son image à lui, pour faire écho à l'image de Milei de la tronçonneuse, c'est la retroexcavadora, donc la pelleteuse. C'est moins violent en français qu'en espagnol. Il a aussi déclaré lancer un audit de toute l'administration pour détecter les abus des gouvernements de gauche qui ont précédé. Et comme Trump ou d'autres, il a procédé à une série de renvois massifs dans l'administration qui font que même si des divisions ou des unités restent en place, elles ne pourront plus opérer. C'est le cas pour les recherches ou les fouilles menées pour retrouver des restes des détenus disparus. C'est aussi le cas pour la directrice nationale du service national de la femme et de l'égalité de genre, la directrice donc, du CERNAM EG, qui, atteinte de cancer et en chimio, s'est vue demander sa démission. Donc bon, ça fait du bruit. La nouvelle ministre de la femme et de l'équité de genre a été convoquée par la commission des femmes au Sénat hier matin pour s'en expliquer. Donc voilà le style. Il est aussi rattrapé par la géopolitique. Donc là, il fait face à une inflation qui est repartie très vite. Le Chili est le pays membre de l'OCDE qui a vu l'envolée la plus rapide et la plus marquée du cours du pétrole. Il a refusé d'intervenir, prétextant que l'État chilien est en faillite. Donc une affirmation très forte, en quiebra, qui a vraiment secoué l'opinion. Voilà, juste pour la ministre donc, de la Femme et de l'Équité de genre, aussi une rapide présentation. C'est Judith Marín, elle a 30 ans, elle vient du Parti social-chrétien, elle est évangéliste et militante anti-avortement. Avant de prendre ce ministère, elle avait déclaré vouloir le démanteler ou le fusionner avec un autre. Elle a essayé, elle aussi, d'apaiser un peu les craintes sur ces sujets-là en disant qu'elle allait axer son action sur l'accès des femmes au travail et à la prise en charge de la petite enfance. Mais bon, elle est sous les feux des projecteurs à cause de ce renvoi de la directrice du service. Donc, dans le fond, il y a quand même une offensive idéologique très très forte derrière ces actions et derrière une volonté affichée de rester sur l'économie. L'offensive idéologique, elle est alignée sur l'internationale d'extrême droite qui est aujourd'hui à ses aises un peu partout. Elle porte sur les questions de genre, sur les questions d'environnement, sur les rapports avec les peuples indigènes, sur les droits humains et donc même sur les droits des animaux. Côté féministe, donc quelques jours avant l'investiture de José Antonio Caz, c'était le 8 mars. C'était un 8 mars massif cette année, comme ces dernières années, mais avec un peu plus de sentiment d'urgence peut-être. Le collectif féministe 8 mars a voulu mettre cette journée sous le slogan « Pas un pas en arrière sans pas en avant »,
avec un texte manifeste qui est paru dans Le Monde diplomatique, édition chilienne, qui disait, pour aller assez vite, ils se définissent comme conservateurs au sens de la vie, ils défendent la famille traditionnelle, le droit des pères et des parents à éduquer leurs enfants sur la base de croyances religieuses, même en allant à l'encontre des directives de l'État laïque. Ce sont les ennemis de l'État de bien-être, les partisans de l'autoritarisme politique. Ils revendiquent la dictature militaire. Ils défendent les auteurs de violations des droits humains et sont partisans du capitalisme néolibéral. Pour eux, le féminisme est une menace contre l'ordre traditionnel et nous le sommes parce que nous voulons l'être, nous voulons tout changer. Caste et ses amis font partie d'un mouvement mondial anti-droits de l'homme et anti-égalité de genre. Ils attaquent les droits sexuels et reproductifs des femmes et les droits collectifs LGBTQI+, et des personnes trans. L'avancée de l'extrême droite n'est plus une menace, c'est une réalité au Chili. Globalement, donc, il y a eu des manifestations très massives pour le 8 mars, mais derrière ces manifestations, le sentiment des mouvements sociaux en général, au-delà du féminisme, est celui d'une résignation très profonde. La défaite des projets de réforme constitutionnelle a été extrêmement dure, tout comme la fin du mandat Boric. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réactivation de ce côté-là. Et je ne sais pas comment... Il me reste 1 minute. Aïe, 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 ok. On pourra parler par la suite ou une autre fois de la mise en perspective, mais bon, très rapidement, donc depuis la fin de la dictature civico-militaire du général Pinochet, il y a eu une période de 20 ans qui était la période concertationniste, donc de gouvernement d'une coalition de partis de centre et de gauche qui s'appelait la Concertation, et qui a amené le mouvement de femmes et féministes des années 80, très puissant, très pluriel, de lutte contre la dictature, à se reconfigurer, à aussi connaître une phase de moindre intensité. Pour une partie, il y a eu une professionnalisation et une intégration, soit au travail depuis l'État, soit dans des milieux para-étatiques, et donc d'un côté une professionnalisation, institutionnalisation, de l'autre côté une revendication d'une autonomie, voire d'une autonomie très radicale, puisque depuis l'extérieur, dès la Fuera, et des petits collectifs qui vivotaient au gré des choses, comme le collectif dont je fais partie à Valparaiso, avec énormément de questions clivantes sur les droits sexuels et reproductifs, la pilule du lendemain, l'éducation sexuelle, le divorce, qui a été la base d'une recomposition du clivage gauche-droite, puisque dans l'immédiat après-dictature, on ne pouvait pas toucher, et on peut toujours très difficilement toucher, au pacte fondateur de la dictature, qui est l'héritage économique et social néolibéral. Tout ça ayant été soigneusement institutionnalisé et verrouillé par le général Pinochet avant son départ, et préservé par la suite. Après la première alternance politique, donc le premier gouvernement de Sebastián Piñera, on rentre dans une deuxième phase de post-dictature. Pour certains, certaines, on n'est plus dans la post-dictature, peu importe. Finalement, on est dans une période d'alternance politique, avec une montée en puissance des mouvements sociaux autour du refus de l'impunité, d'une demande de justice sociale, d'une indignation, et de l'arrivée aussi au pouvoir et à la contestation de nouvelles générations de Chiliens, de Chiliennes ou de migrantes qui n'ont pas vécu la dictature, qui sont nés dans l'après. Et donc une montée en puissance des mobilisations depuis le mouvement des secondaires de 2006 jusqu'au mouvement étudiant de 2011, jusqu'au Mayo Feminista, donc le très puissant mouvement féministe de 2018, et l'Estallido, le grand soulèvement de 2019, qui a abouti au processus de réforme constitutionnelle qui malheureusement ont échoué aussi. Voilà, donc dans ces moments-là, dans cette longue traversée post-dictature, le mouvement féministe a toujours été un moteur de la contestation, un moteur aussi de la convergence des luttes, comme je le disais, avec une capacité de fédérer les différents mouvements sociaux et de pousser à la radicalité, avec une radicalité qui a toujours été plus ouverte et puissante dans l'opposition que quand la gauche est au pouvoir, où le problème des rapports entre féminisme et gauche limite un peu ces capacités-là. Et donc je pense que je suis vraiment à la fin, donc je vais juste reprendre le communiqué du collectif féministe du 8 mars pour dire que dans cette période, les féminismes chiliens se sont aussi beaucoup transformés en termes d'intersectionnalité, de décolonialisme,
un féminisme qui s'assume pluriel, qui s'assume parfois divergent, au lieu d'être parfois crispé sur ses lignes et ses divisions. Et une définition voilà, très, très porteuse et très belle pour finir sur le Chili, même si peut-être que les collectifs en parleront aussi, c'est le féminisme que nous défendons, défend un programme transversal qui se prononce sur les conditions politiques, économiques, sociales, les conditions internationales qui alimentent la précarisation de la vie et la violence envers les femmes et les dissidences sexuelles. Il s'agit d'un féminisme plurinational, transgénérationnel, transfrontière, anticolonialiste, anti-impérialiste, environnementaliste, et ceci a des conséquences concrètes. Il faut savoir que de mémoire féministe, la résistance à des régimes autoritaires, et c'est dit aussi dans le communiqué, n'est pas si lointaine. Les féministes vont reprendre le travail qui était fait de distribution de misoprostol pour les avortements médicamenteux, de propagation de la méthode de combinaison de pilules quotidiennes pour arriver à la contraception d'urgence, et vont continuer à tisser ces liens de résistance. Et à toutes. Je fais partie du collectif Juntanza STEM. Et en fait, nous avons pensé ce soir à une intervention qui se ferait autour de deux sujets, 2 points. Le premier, c'est pourquoi notre féminisme est nécessairement antifasciste et la menace fasciste que nous avons aujourd'hui face aux prochaines élections présidentielles en Colombie. Donc on fera un petit point sur les élections présidentielles. Et donc c'est sur ces 2 points-là. Pour vous parler du premier, je vais aussi... le premier point, en fait, c'est même notre présentation. Donc nous avons préparé cette présentation de notre collectif. Donc nous sommes un collectif féministe, antifasciste et antiraciste. Nous saluons cet échange qui nous semble essentiel dans les temps qui courent, même si ces mots auraient pu être dits à n'importe quel moment de l'histoire depuis 1918. Ces temps que nous vivons aujourd'hui, c'est l'ère Trump-Epstein-Musk, donc un techno-capitalisme où la pensée fasciste n'a pas changé de fond, mais elle a seulement changé de forme. Elle utilise les algorithmes pour nourrir l'haltérophobie, donc cette peur irrationnelle de l'autre, qui est la condition même de son existence. Face à ce constat, la Juntanza. Notre collectif est né du besoin de repenser la politique, de la rendre plus humaine, plus juste, plus inclusive. Nous avons choisi d'apporter notre soutien au projet progressiste pour les présidentielles de 2022 en Colombie, car nous y avons vu l'opportunité concrète de prolonger notre lutte pour combattre la discrimination sociale, le racisme et le patriarcat, qui, profondément ancrés dans la société colombienne, ont historiquement conduit à l'exclusion des femmes et des populations marginalisées de tout espace de pouvoir réel. Cet éveil collectif a donné naissance à notre Juntanza, né de la nécessité de nous placer dans ce monde en tant que femmes migrantes, confrontées aux complexités de l'intersectionnalité, être femme, migrante, latino-américaine en France. Depuis la diaspora, nous avons inscrit notre empreinte dans cette transformation politique. Notre engagement, nos voix et nos actions participent activement à la construction d'un projet de pays fondé sur la justice sociale, l'égalité et la justice environnementale. Juntanza signifie rassemblement. Et ce mot par lui seul nous place déjà aux antipodes du fascisme. Là où il cherche l'ennemi, nous pratiquons l'accueil. Là où il prône la peur, nous organisons des soirées dansantes, des ateliers, nous partageons nos savoirs, nous réfléchissons ensemble. Notre existence même est le résultat d'une lutte antifasciste. Pourquoi ce lien est-il indissociable ? Parce que le fascisme est avant tout un projet politique axé sur la déshumanisation. Projet politique ouvertement défendu par l'extrême droite, et la droite, il faut aussi le dire, pour qui l'autre, qu'il soit paysan, pauvre, indigène ou immigré, n'est qu'un chiffre ou une menace. En France comme en Colombie,
il cherche à restreindre les droits, à faciliter les expulsions et à briser la solidarité. Les documents récents sur l'état du pouvoir mondial nous montrent que le genre est devenu l'arme parfaite des nouveaux autoritarismes. La politique anti-genre n'est pas une simple divergence d'opinion. C'est un outil émotionnel pour centraliser le pouvoir. S'attaquer aux droits des femmes et des minorités sexuelles et du genre, c'est s'attaquer au cœur de la démocratie. En tant que femme de gauche, immigrée et militante, nous sommes triplement ciblés. Notre féminisme est donc notre première ligne de défense contre le fascisme. Il refuse la hiérarchie de vie et défend l'humanité de chacun. C'est pourquoi nous soutenons que notre féminisme est nécessairement antifasciste. Alors maintenant, je souhaiterais vous parler de la menace fasciste en Colombie et les élections à venir. Donc on va se tourner un peu sur la Colombie maintenant. Alors le 31 mai prochain, nous devrons élire notre prochain président de la République. Et pour vous donner un peu de contexte, nous avons un candidat qui est en tête en ce moment des élections qui s'appelle Iván Cepeda. Il fait partie du parti Pacto Histórico, c'est une grande coalition de gauche. Et il est aujourd'hui en tête de tous les sondages. Mais il est suivi de deux grandes personnes, d'Abelardo de la Espriella, qui est un candidat du parti Défenseur de la Patrie, extrême droite donc, et Paloma Valencia du parti Centre démocratique, il ne faut pas se laisser tromper par ces mots, qui est de la droite extrême, parce qu'apparemment il faut dire comme ça, droite extrême aux extrêmes droites qui ne s'assument pas. De projets fascistes qui, ensemble, représentent environ 40% de l'intention de vote. Leurs campagnes ne sont pas des simples projets politiques. Elles sont l'exposition de traits de plus en plus ouvertement fascistes. Dans l'arène du débat présidentiel, l'impératif est désormais de mettre à nu l'horizon fasciste des candidats à l'extrême droite. Et ce, pour garder en tête une vérité historique. Une fois au pouvoir, le fascisme déploie une nature plus belligérante, combative et intransigeante, se nourrissant de la guerre comme son unique horizon de survie, pour évoquer ici José Carlos Mariátegui. Le corpus idéologique de ce couple, donc de Abelardo de la Espriella et Paloma Valencia, s'articule autour de plusieurs piliers très alarmants. Le premier, c'est l'emploi d'une rhétorique de l'extermination. Ainsi, de la Espriella, qui est aussi un avocat, il se dit avocat, utilise un langage qui nous glace le sang, en affirmant qu'il faut étriper la gauche, ou que le président actuel ne veut pas même une balle. Il ressuscite le lexique funeste des groupes paramilitaires et de l'extermination sociale. Ensuite, ils prennent aussi un projet de soumission sociale, et leur programme est très clair. Premièrement, ils prennent le recours au registre passionnel. De la Espriella, par exemple, se drape dans une trouble et véhémente défense de la patrie, qu'il apparente volontiers à celle de Bukele en Honduras. Un modèle de patrie punitif, donc. Deuxièmement, c'est l'alignement oligarchique. Donc, ils ont une vision socio-économique qui converge vers une défense sans équivoque des intérêts des grands syndicats patronaux et des investisseurs, au mépris en fait de toute avancée sociale, de toute avancée de justice sociale. Et puis troisièmement, il y a le déni du pluralisme. Outre une offensive discursive permanente contre la gauche et la coalition gouvernementale actuelle, ces candidats manifestent un mépris souverain pour le pluralisme, parfaitement bien illustré par l'approche coloniale et raciste envers les peuples autochtones de Paloma Valencia, qui, en 2015, a proposé un référendum pour diviser le département du Cauca, c'est le département avec la plus grande population indigène du pays, pour le diviser en deux. Un département pour les indigènes et un autre pour les blancs ou les métis. Elle a proposé un apartheid en fait. Donc. Et puis, quatrièmement, c'est l'autoritarisme patriarcal. Une volonté farouche de revenir sur le droit à l'avortement et de militariser la vie quotidienne, comme tout projet fasciste. Face à cela,
Notre réponse, c'est la paix. Pas une paix silencieuse, mais une paix comme pari politique, socio-économique et culturel. Car c'est sur le terrain de la paix que le fascisme perd toute sa capacité d'action. En tant que citoyennes, nous sommes les premières architectes de cette construction. Aujourd'hui, alors que la diplomatie traditionnelle des gouvernements est écartée pour lui privilégier la force, nous proposons une alternative, la diplomatie féministe et citoyenne. C'est pour cela que nous avons rejoint le réseau international des diplomaties féministes pour la paix, un lieu de rencontre mais aussi de résistance pour une pluralité de femmes colombiennes en situation de mobilité humaine. Notre participation à la diplomatie féministe et citoyenne est un levier essentiel pour briser le silence imposé aux voix historiquement exclues. En plaçant l'expérience directe des inégalités et des résistances quotidiennes au cœur du débat, cette approche dépasse les cadres gouvernementaux rigides. Elle apporte une authenticité indispensable pour transformer les discours officiels en actions concrètes, permettant ainsi de bâtir des relations internationales plus justes, inclusives et ancrées dans les réalités sociales. Cette diplomatie d'en bas révèle le pouvoir immense de la citoyenneté organisée pour influencer les agendas publics et créer des ponts entre les peuples, indépendamment des institutions formelles. S'engager dans cette voie est un acte de responsabilité politique et un moteur d'espérance. Cela prouve que la force collective des réseaux et des mouvements sociaux peut redéfinir les structures du pouvoir et concrétiser des aspirations communes vers des sociétés plus équitables. En Colombie comme ici, nous luttons pour un monde où la différence n'est pas une cible, mais une force. Et pour conclure, le fascisme n'est pas un phénomène lointain, c'est une réalité ici et maintenant. Mais notre abondance, notre rassemblement est un rempart solide. Nous continuons à danser, à lutter et à être créatifs dans la résistance. Car, dans les mots de Maya Angelou, vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Alors, contre le fascisme, toute notre créativité. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci déjà pour l'invitation. Nous sommes Alerta Feminista. On est un collectif de femmes et dissidences d'Avia Yala qui militent ici à Paris. On va présenter un peu la situation des trois pays différents. Moi, je vais parler pour l'Argentine, la Colombie et le Chili. Donc, à partir de 2016, les mouvements féministes investissent la scène sociale et politique en Argentine à travers différentes dénonciations et luttes, avec les premières Ni Una Menos et des marches massives dénonçant les féminicides. En 2018, la campagne nationale pour l'avortement parvient à présenter un projet de loi qui est débattu pendant 2 mois. Et si la bataille est perdue cette année-là, les débats s'installent et en 2020, nous obtenons la légalisation de l'avortement libre et gratuit. Malgré la conquête de nombreux espaces et surtout l'installation d'un débat social, un président ouvertement misogyne remporte les élections en 2023. Il parle de la guerre sanglante de l'avortement, accuse les homosexuels de pédophilie et le féminisme d'être un cancer à exterminer. Mais comment ce personnage siniestre est-il arrivé au pouvoir? Il serait sans doute réductionniste de penser qu'il n'y a qu'une seule raison et que les phénomènes ne s'inscrivent pas dans un paysage mondial où les néofascismes progressent partout. Mais la particularité de l'Argentine, c'est qu'une partie de la société, même une partie du progressisme a voulu imposer. C'est l'idée que l'ascension de Milei était une réponse au dit excès du féminisme. En conséquence, une sorte de censure implicite aux féministes s'est installée. On a dit en espagnol, se pasaron 3 pueblos. Ils sont allés 3 villages trop loin. Je le répète, bien que l'ascension de Milei soit un phénomène multifactoriel et que cette accusation apparaisse comme une nouvelle manière de vouloir discipliner les femmes et les minorités, il est intéressant d'observer quand même l'instrumentalisation des féminismes opérée par les droites. Les noyaux durs de Milei s'est construit durant la pandémie comme un phénomène des réseaux sociaux. Il est principalement constitué de jeunes hommes de 19
30 ans, désenchanté par les mouvements sociaux et politiques des dernières années, entre autres celui lié aux féministes et aux minorités des genres. Ces jeunes accusent le féminisme d'avoir trop brouillé les rôles des genres, d'avoir rendu la femme inaccessible et d'avoir privé l'homme de son rôle de macho pourvoyeur. Si ces accusations sont assez justes, parce que ce brouillage des rôles est l'un des objectifs du féminisme, l'insatisfaction et l'insécurité de ces hommes sont peut-être liées à d'autres facteurs. Accuser les féminismes de leur impossibilité de subvenir aux besoins permet de détourner les regards des problèmes comme la précarisation de la vie ou l'informalité du travail, des phénomènes qui se sont accentués en Argentine et dans le monde après la pandémie de 2020. L'Argentine a connu un confinement particulièrement long, laissant un panorama économique dévastateur et une jeunesse isolée, profondément dépendante des réseaux sociaux. Face à cette précarisation, les féminismes exigent la reconnaissance du travail de soins, la redistribution des richesses et l'accès aux lieux de pouvoir. En somme, la fin de la fracture sociale générée par le capitalisme et les patriarcats. Milei, quant à lui, désigne d'autres ennemis pour ces mêmes problématiques. Les socialistes, c'est-à-dire quiconque dénonce les inégalités sociales, peu importe qui peut être défini par lui comme socialiste, et les féministes et les minorités des genres. En définitive, Milei utilise une formule bien connue de ces extrêmes droites et des fascismes. Une insécurité collective et complexe et simplifiée, déplacée vers un autre objet extérieur et attribuée un nom reconnaissable. Féministes, diversité sexuelle, migrants, pauvres, personnes en situation de handicap, retraités, etc. Mais il offre avant tout une identité et un sentiment d'appartenance à cette jeunesse désemparée. Il leur propose de devenir des lions, l'animal totem de son parti, et leur vend une idée d'un succès viril et impitoyable. Au-delà des politiques d'État, désinvestissement, d'incitation à la violence et des persécutions politiques mises en œuvre dès les premiers jours, je vais me concentrer sur un autre point qui permet d'établir un parallélisme, mais aussi une comparaison avec ce qui se passe au Chili. Si Milei prend dans ses discours les retours à la famille traditionnelle, ce n'est pas forcément l'image qu'il renvoie lui-même. Il fustige les féministes pour la baisse de la natalité, alors qu'il n'est ni marié ni père. Il séduit parce qu'il ne respecte pas les normes. Il est irrévérencieux, il insulte et dénigre en toute impunité. Pour ses partisans, Milei est un rockstar. Littéralement, en 2025, il a donné un concert, les deux, devant 15 000 personnes. Pourtant, certaines femmes occupent un rôle central dans son univers politique et détiennent un pouvoir immense. On observe aussi un autre phénomène chez les femmes de son entourage politique. Une forme d'instrumentalisation politique de leur propre sexualisation. Des députés libertaires qui partagent des photos d'elles en bikini sont célébrés par ces jeunes hommes. Une candidate d'extrême droite péruvienne a aussi déclaré récemment « Je ne suis pas féministe parce que je ne suis pas moche ». Le message est clair et nous en avons assez de l'entendre. Une femme, si elle le souhaite, peut accéder au pouvoir, personne ne l'empêche. Mais en outre, une femme vraiment forte peut accéder au pouvoir sans pour autant perdre sa féminité. Ainsi, les nouvelles droites accordent une place aux femmes à condition que l'espace politique ne serve pas à conquérir ses droits, mais au contraire, à être des bons alliés d'un mouvement qui cherche à effacer leur lutte. L'extrême droite argentine se déguise ainsi en rock et en irrévérence. Milei ne cesse de se vanter d'une prétendue virilité et d'une vie sexuelle active. Je ne vais pas rentrer dans les débats sur sa vie sexuelle réelle, peu importe. Il réussit à vendre aux jeunes une promesse de dollars et de sexe avec des femmes magnifiques qui ne renoncent pas à leur féminité et les laisse exercer le rôle de macho pourvoyeur. Peu importe si ces mêmes jeunes doivent rester ou retourner vivre chez ses parents, car malgré 3 emplois non déclarés, ils ne finissent pas les mois. Peu importe si l'une de ses députées les plus proches reconnaît occuper son poste grâce au quota de genre. Ce qui importe par-dessus tout, c'est les récits qui, d'une époque de violence et d'inégalité extrême, cherchent à nous faire garder
regarder ailleurs et culpabiliser l'étranger. En tout cas, pour finir, je pense qu'on le sait tous et toutes, on n'est pas allé 3 villages trop longs, il nous reste encore plein de villages et on va y aller. Avec le Chili, mais on va continuer avec la vision des femmes qui veut installer le gouvernement des castes. C'est important que CAST promeut les valeurs traditionnelles comme la famille, la religion, l'ordre social. Et c'est important aussi la religion dans sa vision politique. Parce que, comme on avait dit avant, il vient d'un mouvement Josta et lui, il est pratiquant actif. Donc, c'est très important ces côtés. Dans ces contextes, il y a beaucoup d'inquiétudes du mouvement féministe, c'est normal. Et ces visions entrent en tension avec les avancées obtenues en matière de droits reproductifs, d'égalité des genres et d'autonomie des femmes. Pourquoi? Parce qu'on observe une conception des femmes qui est fondée sur des rôles traditionnels comme laquelle on rappelle, par exemple, avait installé dans les gouvernements dans la dictature. Et on observe ça incarné notamment par l'épouse du président, Pia Adriasola, parce que bien qu'elle soit avocat, elle se définit avant tout comme mère de 9 enfants. Donc, dans tous les entretiens, on va trouver qu'elle va dire qu'elle est mère de 9 enfants et qu'elle va privilégier son rôle familial. Elle va expliquer qu'elle avait avoir quitté son travail parce qu'elle ne pouvait pas concilier sa vie professionnelle et la maternité et elle était en la souffrance en laissant à ses enfants à la maison. Donc, il a dit qu'il va privilégier son rôle de mère. Et on observe également dans cette figure, dans l'épouse du président, une forte influence religieuse dans sa vie personnelle. Elle rejette l'usage des contraceptifs et elle va consulter un prêtre pour des décisions familiales. Par exemple, lorsqu'elle a souhaité faire une pause à avoir des enfants, et elle a finalement renoncé à utiliser des contraceptifs qu'elle avait donnés les médecins après un conseil religieux qu'il avait avec José Antonio Cast. Elle défend aussi une vision de complémentarité entre hommes et femmes. Elle va dire, par exemple, qu'elle, comme femme, va compléter l'homme. Elle déclare ainsi qu'avec son mari, ils sont un bon complément. Donc, on va avoir une conception où la femme est définie en relation avec la famille, plutôt que comme un sujet autonome. Donc, va être un sujet, mais subordonné à l'homme. Et ces visions, on la peut voir aussi dans les gestes publics, parce que, par exemple, les premiers jours du gouvernement, elle s'est rendue à la cantine du palais présidentiel et a servi le déjeuner aux fonctionnaires. Donc, c'est un geste qui s'est largement diffusé sur les réseaux sociaux et sur aussi les médias. Et ce geste transmet un message important sur les rôles assignés à la femme, qui va être associé à les fonctions de soins, à des services et des soutiens. Mais aussi, elle va critiquer le féminisme contemporain. Et même si elle dit qu'elle est féministe, entre guillemets, parce qu'elle dit qu'elle défend l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, mais elle va dire aussi, dans les entretiens qu'on peut recopiler, qu'elle rejette les revendications actuelles parce que pour elle, les féministes offensent les valeurs des femmes et la libération, pour elle, ne se mesure pas en valorisant des rôles, parce qu'ils ne valorisent pas les rôles traditionnels. Il dit que la libération des femmes ne se mesure pas par la quantité, le nombre de postes de pouvoir qu'il y a les femmes. Donc, c'est important qu'elle dit qu'elle est féministe parce que cette extrême droite aussi essaye de redéfinir le féminisme en valorisant des rôles traditionnels où l'autonomie des femmes va rester liée à la famille, à la morale et à la religion. Donc, ces visions des femmes se manifestent dans des autres décisions politiques aussi,
par exemple, les codes vestimentaires qu'il va installer, qui va différencier des hommes et des femmes. Il va dire, par exemple, que c'est demandé oralement aux hommes de porter des chemises, cravates et des vestes, et à les femmes, c'est demandé de porter des couleurs sobres et des vêtements comme des vestes, pantalons, des jupes ou des robes. Ce type d'indication donc va renforcer une différenciation traditionnelle entre les masculins et les féminins. Aussi, on peut trouver ça dans la nomination de Judith Marín comme ministre de la Mujer y l'Equidad, en remplaçant Antonio Orellana. Judith Marín, elle se déclare évangéliste, elle défend des valeurs chrétiennes en la politique, et elle défend aussi la famille traditionnelle. Elle s'oppose à l'avortement, c'est une des personnes qui a mené une lutte contre l'avortement pendant que s'était discutée la loi qu'il y a actuellement. Et elle affirme aussi que la société chilienne traverse une crise morale et religieuse, donc il faut agir dans ces côtés. Donc c'est important, les passages du ministre qui est féministe à une figure qui est très conservatrice, nous va montrer un changement idéologique dans la conception des droits des femmes. Et le parcours de Marine, qui est marqué par des positions ultra-conservateurs sur les questions de genre, de la sexualité, des droits reproductifs, témoigne un agent qui va être en conflit avec tous les avancées portées par les mouvements féministes et les dissidences. Donc, cette nomination constitue un signal politique qui a géré déjà les tensions avec les mouvements féministes et les dissidences. Elle va montrer que cette vision ne reste pas seulement au niveau des discours, mais qu'elle influence aussi les politiques publiques. Dans ces contextes, le risque ne se limite pas à un recul explicite des droits, mais inclut aussi une réduction du rôle et de l'influence des ministères. Par exemple, la diminution de la compétence des ministères, les budgets, la capacité d'action. Le budget est déjà réduit dans ce moment-là. Et en définitive, la figure de Pia Griasol et la nomination de Judith Marín nous montrent comment l'extrême droite chilienne ne va pas seulement promouvoir une vision traditionnelle, mais il va essayer de chercher à imposer un modèle pour la société de cette vision de femme qui va entrer en tension avec les avancements du mouvement féministe. Donc il veut retourner un peu à la même vision qu'il y avait pendant la dictature, parce que la comme se dit, la Lucía Iriarte, elle essayait aussi dans ces moments-là, avec tous les mouvements qu'elle a incarnés, avait aussi ces visions traditionnelles du rôle de la femme. Donc c'est un peu aller vers la droite pinochetiste plus dure, pura y dura, comme on dit au Chili. Bon. Je vais vous parler de la Colombie, parce que je suis colombienne, donc c'est le cas que je connais le mieux. Mais c'est plutôt en fait sur la communauté, les conséquences de la montée du fascisme et les conséquences sur la communauté LGBT et sur les femmes LGBT, lesbiennes, bisexuelles, voilà, et puis les dissidences des genres. Donc je serai centrée sur 3 points. Donc la première, c'est la violence contre les personnes LGBT qui montent en Colombie et en Latine-Amérique. Les secondes sont les femmes. Merci. C'est les femmes lesbiennes, bisexuelles, ça c'est le second point. Et le troisième, c'est l'héritage en fait qu'on a en Colombie des 61 ans de guerre en Colombie. C'est un héritage qui vient de la droite. Et comme ça, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Colombie. Et après, vous allez comprendre pourquoi en Colombie spécifiquement, bien sûr parce que je suis colombienne, mais pourquoi en Colombie, pourquoi c'est important de voir ça. Ok, listo. Entonces, en Colombie, en fait, selon les chiffres en fait, de Colombia Diversa, c'est une organisation en Colombie bien connue,
Il nous dit que la violence en Colombie, elle a monté. En fait, tous les menaces, la violence policière, il a monté depuis 2019, parce que c'est vraiment des chiffres officiels. En 2019, il y a eu 322 cas en fait, des violences vers les communautés LGBT. En 2020, ça a monté à 308. Et là, 2025, ça a monté à 1600 cas qui sont, comme on dit, dénoncés en Colombie. Et voilà. Dans les cas latino-américains, en 2024, on a 10 pays de la région. Il y a eu, en 2024, 361 cas de homicides, assassinats, vers la communauté contre personnes de la communauté LGBT. Et là, ça c'est important, pourquoi je vous nomme la Colombie en fait. Parce qu'en Colombie, il y a eu la moitié des cas d'assassinats en Latino-Amérique. Il y a eu 175. Entonces, 361 asesinatos y 175 casos en Colombia. Donc, presque 50% des cas de homicides, assassinats pour être répartis, un assassinat de haine vers une personne de la communauté LGBT. Voilà, et c'est pour ça que moi, je viens avec la Colombie, malheureusement. Entonces, dans ces cas-là, c'est pour ça que c'est important de évidencier des choses qui se passent en Colombie. Parce qu'en fait, comme ma camarade nous a expliqué, en fait, aujourd'hui en Colombie, il y a un gouvernement de gauche. Mais rappelez-vous bien que c'est le premier gouvernement de gauche qui a existé en fait depuis 60 ans. Donc voilà, simplement pour vous faire réfléchir un peu, qu'est-ce qui se passe avec cet héritage de la ultra-droite. Ok, on va pour le second point, je vais rapidement. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes, et avec les femmes spécifiquement lesbiennes, bisexuelles, ou les femmes qui sont en dissidence de genre en fait. En fait, ça, il n'existait pas vraiment. C'est le premier problème qu'il y a en Colombie et en Latino-Amérique. C'est déjà un problème d'exister en tant que femme. Ça veut dire d'être visible. Mais si on est une femme, et si on est une femme lesbienne ou bisexuelle, voilà, et sur les chiffres, on n'existait pas. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, pardon. En fait, il n'y a pas tous les pays qui ont rapporté ou qui ont vraiment des chiffres officiels. Il n'y a que la Colombie, le Mexique, on peut l'Argentine, Honduras. Donc c'est déjà un problème d'exister en tant que femme et dissidence des gens. Voilà. Et une autre chose que je voulais vous partager. Oui, en fait, il y a pas mal de cas en Colombie. En fait, il y a un chiffre que c'est 31% des chiffres en Colombie, des dénonces qui ne sont pas faites. Donc, ce que ça se passe simplement comme soit violence, violence de genre, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas marqué comme violence. Et en plus, avec cette intersectionnalité, violence, et violence avec une personne qui est partie de la communauté LGBT. Donc on n'est pas simplement comme soit un cas de violence, soit un cas de violence misogyne, c'est tout. Donc ça complique un peu plus en fait de visibiliser ce type de violence. Et le troisième point, attendez-moi un second. Ah oui. En fait, pour les cas spécifiquement des femmes, il y a eu en Latino-Amérique 9 pays qui ont vraiment donné les chiffres, enfin fait de les maths. Okay. Vraiment, ils ont donné un peu d'importance au gouvernement de dire ok, on va faire qu'est-ce qui se passe avec cette communauté. Il y a eu 137 cas sur 9 pays. Des cas d'assassinat vers des femmes en fait pour la violence de la communauté LGBT, et c'est que deux sentences sont sentencias condenatorias, je ne sais pas comment dire ça en français. De condamnation. Ok. Il y a que 2 cas en fait sur 137 homicides qui sont été condamnés. Donc c'est un cas assez
problématique. Et encore une fois, et sur les 137 cas, il y a eu 50% des femmes qui ont été assassinées en Colombie, encore une fois. Donc il y a des choses à se questionner. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, en Colombie, on est un pays de violence, on vit avec ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on ne parle pas de ça? En fait, c'est les points que je vais ramener dans mon fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'écoutez pas cette idée des choses qui se passent? Ok, et le troisième point, c'est l'héritage qu'on a en fait en Colombie. On a vécu 60 ans avec un gouvernement des droits. Donc, et voilà. Donc, voilà, depuis 60 ans, on vient avec une pensée, avec une culture où on va plutôt privilégier la famille traditionnelle. La famille traditionnelle, il y a une norme unique pour vivre. Donc, même si aujourd'hui on a un gouvernement progressiste, ça ne va pas, on va dire, cacher les 60 ans qu'on a vécu avec des gouvernements des droits, où on a compris la vie en Colombie, et avec la famille traditionnelle, avec les machos traditionnels. Et spécifiquement, on a vécu une époque très obscure avec Álvaro Uribe Vélez, où il s'est vendu en fait avec comme les machos traditionnels, qui avaient ses chevaux, caballos, ses chevaux en fait, qui avait sa famille et qui vraiment lançait tout le temps un discours de macho et un discours péjoratif vers les femmes, mais aussi vers la communauté LGBT. Donc c'est ça en fait qu'on a pris d'héritage pendant 12 ans, qu'il a été 12 voilà, pendant le gouvernement d'Álvaro Uribe. Donc même si aujourd'hui la Colombie il y a un gouvernement, c'est un pays qui est vraiment progressiste sous les papiers, parce qu'on est vraiment un pays au niveau de la Latine-Amérique qui on est vraiment, on va dire, avancé. Sous les papiers, c'est une chose, mais sous la réalité, ça n'a pas vraiment changé. Donc, au niveau de la Latine-Amérique, en fait, je voulais simplement ramener quelques cas que personne n'a entendu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont femmes, qu'ils sont femmes lesbiennes, mais en fait, il y a eu pas mal de cas vraiment qui sont des cas horribles en Latine-Amérique. En Chili, par exemple, il y a le cas de 4 femmes lesbiennes. Il y a les voisins qui a lancé une bombe molotov à 4 femmes lesbiennes, en fait, pendant qu'elles dormaient. C'était un cas en 2024. Qui malheureusement n'est jamais arrivé là en France, n'est jamais, même en Latine-Amérique. Donc simplement c'est pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Le cas de Marielle Franco au Brésil, vous connaissez bien, c'est une activiste militante lesbienne. Elle a été assassinée d'un côté, voilà, motif politique, mais aussi pour être une femme lesbienne et noire. Donc tout ça que la loi déteste le plus. Et un autre cas intéressant, pas intéressant mais douloureux plutôt, c'est le cas de Nicole Savera en Chili, qui a été assassinée en fait. Elle a subi une violation corrective. Elle était une militante féministe lesbienne reconnue. C'est pour et simplement je vous ramène ça. Comme ça, vous faites vous-même vos recherches, mais comme ça je vous encourage simplement à se demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, pourquoi les corps des femmes, c'est les premières en fait à traverser les discours, comment ça se passe en Chili, en Argentine. Pourquoi au Chili, les femmes, là, les discours, c'est d'être une femme conservatrice. En Argentine, c'est d'être une femme sexualisée. Mais pourquoi tout se passe à travers le corps des femmes? Pourquoi, en fait, on est une fois encore des spectatrices de projets capitalistes, de projets patriarcales. Mais nous-mêmes, on n'a pas les droits à avoir vraiment un projet de vie nous-mêmes. On est toujours quelque chose lié au sang, lié au patriarcat. Et voilà, donc simplement pour lutter, il faut d'abord être visible. Et comme ça, si on est visible en tant que communauté LGBT, on peut lutter, on existe.
Et peut-être un jour, on peut insister sur les chiffres même. Merci. Pour l'invitation à cette groupe de travail, principalement à Suzanne pour l'organisation dont je demanderai à la fin d'applaudir très spécifiquement Suzanne pour... si vous avez aimé cet événement, c'est elle qui l'a beaucoup motorisé. Je vais vous présenter les collectifs internationaux que je représente aujourd'hui et je vais vous partager certaines de nos analyses de la période et les actions auxquelles on participe en Amérique latine pour y faire face à ces contextes. Las Rojas est un collectif féministe international présent dans plusieurs pays du monde. Le collectif est lié au courant international socialisme-barbarie. En Amérique latine, nous sommes présents actuellement au Brésil, Costa Rica, Argentine, et nous avons, en tant que groupe constitué, et nous avons des liens avec des militants et des militantes en Honduras, Mexique et aux États-Unis. On est présent en France aussi avec un groupe, mais on va parler de l'Amérique latine. Vous pouvez nous rencontrer aussi en France. Las Rojas s'est créée dans les années 2000 en lien avec les partis Nuevo Mas, qui est un parti trotskiste en Argentine. Et il s'agit d'une organisation féministe socialiste dans sa propre définition. Je reprends parce que Lou avait déjà dit que Milei s'attaque aux socialistes. En fait, il faut savoir que dans la plupart de l'Amérique latine, socialiste ne veut pas dire un traître qui trahisse à répétition. On garde une définition encore positive et marxiste, c'est ce qui est le socialisme, donc la possibilité d'une société sans classe. Et c'est un espoir, encore le socialisme. On n'a pas perdu l'espoir là-dessus. C'est tout simplement pas la même connotation que ça peut avoir ici en France ou en Europe en général. Mais le monde actuellement n'est pas le monde dont j'ai commencé à militer il y a 10 ans, ou plus de 10 ans maintenant. Actuellement j'ai 34 ans et j'ai commencé à militer dans l'extrême gauche, donc les courants et l'organisation à laquelle j'appartiens dans la traduction, on va l'appeler extrême gauche. Mais en Argentine, on va l'appeler tout simplement gauche. C'est une nuance aussi dans la traduction. Et on militait à extrême gauche en Argentine, dans une vague de gouvernement de gauche. Et il y avait été déjà mentionné le fait qu'il y a quelques années, dans la région, on parlait beaucoup de choses. On parlait aussi, Chavez parlait du socialisme du XXe siècle. Il y avait des discussions qui étaient très à gauche dans la région. Et dans l'unité extrême gauche, c'était difficile parce qu'on était un peu des gens qui venaient casser la fête, à dire que c'était pas suffisant, qu'il fallait aller plus loin. C'était vraiment pas simple. Mais on le faisait quand même. Mais actuellement, c'est plus du tout cette ambiance. On est réunis aujourd'hui parce qu'il y a un montée de l'extrême droite réelle qui pose des autres défis, des autres conditions de vie pour tout un tas de personnes et des autres nécessités d'organisation qui sont allées autour de ça. Il y a plusieurs niveaux d'instabilité au niveau mondial et un qui a été déjà mentionné par Victor Hugo, c'est la question de Trump. On ne peut pas faire une analyse internationale et surtout pas une analyse régionale de la région de l'Amérique latine si on ne commence pas par Trump et les effets qu'il pose sur la région. Ils soutiennent ouvertement les gouvernements d'extrême droite, notamment celle de Milei, mais pas que, celle de Bolsonaro aussi. Par ailleurs, il a dit qu'il était prêt à soutenir Bolsonaro même s'il ne gagnait pas les élections au Brésil, donc il n'a pas gagné. Mais ce que Trump dit, c'est qu'il souhaite revenir à la doctrine Monroe, c'est-à-dire que l'Amérique est pour les Américains, et donc sa conception de qu'est-ce qui s'implique, ça veut dire que toute l'Amérique latine appartient aux États-Unis. Et parfois, ils vont faire la blague de parler de la doctrine Monroe pour changer la M pour la D par rapport à lui. C'est la doctrine de Donald Trump. Trump, pour nous, il n'est pas... c'est pas lui qui change les règles de jeu, c'est plutôt lui symptomatique d'un changement plus profond dans la logique du capitalisme et notamment dans la crise profonde du capitalisme depuis 2008 qui n'est pas résolue.
Et donc, pour sortir du problème de l'accumulation capitaliste qu'il n'arrive pas à garantir, que l'impérialisme n'arrive pas à garantir, il va se lancer d'abord dans la guerre commerciale, qui peut être quelque chose de moins saignant, mais là, on n'est plus dans la guerre commerciale avec la Chine, on est vraiment dans la guerre littérale partout dans le monde, grâce à Trump. Et paradoxalement, ces manières brutales permettent de plus en plus à des personnes de prendre conscience que son projet et le capitalisme est incompatible avec la survie de l'espèce, plus ou moins. Et ça radicalise pas mal de gens, finalement. Au sein des États-Unis, il y a un renouveau du syndicalisme qui commence aussi par l'organisation des personnes qui sont très précaires, les chauffeurs Uber, les personnes à Amazon, les personnes qui sont au SMIC dans les Starbucks, McDonald's, et tout un tas de ces personnes sont aussi des femmes et des personnes LGBT, IQA+, qui s'organisent dans les syndicalismes. Donc, Nicole a mentionné cette idée, cette notion de la convergence des luttes. Elle n'a pas pu développer comment ça s'est fait en Chili, mais je vois un peu l'idée des mouvements de la Constituante aussi étaient rétroalimentés par le féminisme au Chili. C'est un peu partout dans la région. Les mouvements féministes puissants dans la région rétroalimentent aussi des autres luttes plus anti-système de façon large. Et notamment aux États-Unis, de plus en plus de personnes se disent anticapitalistes ou socialistes, ce qui n'arrivait pas vraiment avant. Et ça arrive à avoir, notamment chez lui-même, à Minneapolis, une contestation comme il n'y a jamais eu aux États-Unis, en forme d'éclatement social très profond, où en fait les femmes et les personnes LGBT sont en première ligne de cette résistance. Notamment Renee Good, qui est, pour revenir au crime contre des personnes LGBT, une femme lesbienne organisée dans la solidarité contre la police migratoire de Trump. Cette question de la police migratoire de Trump a des échos aussi dans la région, parce que d'abord, la plupart des migrants qui souhaitent avancer sont des latinos, beaucoup, donc ils s'attaquent déjà à nos populations. Et aussi, ça les impacte, par exemple, nos camarades au Costa Rica. Ils s'organisent pour lutter contre les accords de Trump avec le gouvernement de Costa Rica qui souhaite faire des dépôts de migrants au Costa Rica. Ok, 2 minutes, merci. Je vais commencer à évoquer les luttes qui font nos camarades dans les pays où nous sommes présents. Donc, au Costa Rica aussi, nos camarades de Las Rojas sont très présents dans l'initiative inspirée de la vague verte, dont beaucoup parmi vous portent aujourd'hui les foulards verts, pour la présentation des projets de loi pour l'IVG au Costa Rica. Et ça commence à faire des manifestations très consistantes. C'est pas seulement épisodique, ça commence à regrouper un mouvement plus structuré, plus à la façon chilienne ou à la façon argentine, au Costa Rica. Mais aussi, en fait, encore une fois, ça ne se cantonne pas seulement à la question féministe, les luttes des féministes elles-mêmes. En Argentine, les mouvements féministes et les mouvements LGBT, c'est les seuls mouvements qui s'opposent véritablement à Milei avec des manifestations massives. Suite à 13 ans de syndicalisme, qui on ne peut même pas l'appeler syndicalisme combatif, hein, genre, ils ne combattent rien, et sont présentes à chaque moment. Et pour la convergence des luttes, en Argentine, il y a une Pride qui est plutôt en novembre, mais face au discours de Milei au Davos, il y a une Pride hors calendrier massive qui ajoute un petit adjectif qui est peut-être pas si anodin que ça, c'est maintenant la Pride antifasciste. Donc la convergence des luttes et les conclusions vont très vite dans les mouvements sociaux, même si pour l'instant on peut considérer qu'il n'y a pas des acquis. Nous considérons à Las Rojas que l'organisation et la résistance est un acquis en elle-même, même si pour l'instant on n'est pas à des victoires légales ou à se défendre.
Et pour en finir, au Brésil, ce que nos camarades font, c'est s'organiser pour mettre sur les scènes aussi la question de l'avortement, mais il faut reconnaître qu'au niveau de la conscience des masses au Brésil, c'est pas la revendication principale, mais ce qui prend beaucoup la place, c'est la question de la violence faite aux femmes et des reculs face à potentielles modifications au niveau du code pénal brésilien. Donc nos camarades s'engagent dans la lutte contre toute réforme réfractaire aux droits des femmes, mais aussi, et quelque chose qui a été mentionné par une autre personne que maintenant j'oublie, c'est la question de ce sentiment parfois lié aux dictatures dans la région d'impunité. C'est pas le cas en Argentine parce qu'on a fait des jugements contre les dictateurs et contre certaines personnes, même si l'extrême droite a cette volonté de revenir en arrière sur les bilans de qu'est-ce que ça impliquait juger les dictateurs. Pour les camarades au Brésil, c'est très important la lutte contre l'impunité et pour la pression à Bolsonaro comme un fer de lance de la lutte contre l'extrême droite. Pour en finir, quand j'ai commencé à militer il y a 10 ans, on militait pour des idéaux, pour un avenir sans oppression. Maintenant, changer les systèmes capitalistes, les détruire et construire sur ces ruines un nouveau monde devient de la survie. Je suis sûre que nous sommes plus nombreuses qu'eux et que nous sommes entièrement capables de les combattre et de gagner pour acquérir notre émancipation et construire un nouveau monde sans oppression. Et je pense profondément que concevoir que dans la période actuelle, il existe seulement la montée de l'extrême droite et ne pas reconnaître les énormes avancées de notre organisation, de l'organisation de notre camp social et notre monde du féminisme, ça serait unilatéral et manquante et nous priverait de vraiment un espoir qu'on a besoin pour gagner. Merci. Des libertariens et enfin, je veux dire que ce soit en Argentine ou au Chili, en fait, c'est que vous avez utilisé le mot libertaire. Libertaire, c'est les anarchistes et qui, quand même, ont pu être présents, ou sont encore présents à gauche dans pas mal de pays d'Amérique latine, contrairement aux libertariens qui sont présents donc, dans tout le continent et, voilà, et qui sont d'extrême droite et qui véhiculent plutôt des idées extrêmement individualistes. Voilà, bon, voilà, c'était vraiment une précision parce que je trouve que ça invisibilise, ou en tout cas ça fait une confusion avec les libertaires et qui sont de gauche ou d'extrême gauche. Tellement clair. Pas de questions. Bien, je voudrais quand même signaler que le panorama n'est pas très réjouissant et que ça nous invite à redoubler nos efforts pour visibiliser cette problématique et la lutte. Comme ça a été dit, un peu la lutte dans la joie, dans la mobilisation, mais aussi sans se laisser écraser. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot de la fin. Ah, une question. C'est pas une question. Moi, j'ai invité surtout à toutes les associations féministes, tous les groupes LGBT et d'autres, plutôt à faire un travail ensemble, à partager nos luttes, à continuer parce que tout seul c'est plus difficile, c'est tout. Et encore à féliciter Suzanne. Qui a travaillé beaucoup pour cette conférence, cet rassemblement. Je ne sais pas si Suzanne veut nous dire quelques mots. Non, merci beaucoup, merci à tout le monde. N'hésitez pas si vous voulez laisser un mail pour qu'on puisse potentiellement organiser un nouvel événement. Moi, je vais bientôt partir du service civique, mais je peux continuer à suivre ça. Et on a mis une feuille à disposition. Si vous voulez laisser un mail pour qu'on vous tienne informé.
Et si on refait une conférence ou une soirée à FAL ou quelque chose comme ça, on pourra vous prévenir. Voilà. Moi, pour des mots de fin, j'invite toutes les personnes présentes à suivre les réseaux sociaux des différents collectifs présents. Je ne sais pas pour les chercheurs s'ils sont des réseaux sociaux qui souhaitent être suivis aussi, c'est possible, j'imagine. Mais vous pouvez suivre ces travaux de recherche qui sont intéressants aussi. Mais les collectifs présents ont des réseaux sociaux et aussi font des événements autres que celle-là que vous serez tout à fait les bienvenus. Juste en une minute pour réagir. D'abord, Sarah, c'est moi qui ai cafouillé. Je voulais distinguer deux libertariens. Donc c'est un peu... voilà. Il y en a deux au Chili, c'est le comble. Juste réagir à l'idée dont tu as parlé, toi, de l'excès de radicalité, d'avoir demandé la Lune, nous les féministes, d'être allés trop loin. C'est Pasaron Tres Pueblos. On entend vraiment beaucoup la même chose au Chili par rapport à l'échec de premier projet de constituante, qui est un texte magnifique dans sa progressivité et qui a été rejeté. On accuse encore beaucoup les féministes d'avoir trop demandé. Donc attention à ces enjeux de radicalité et d'autocensure, surtout par rapport au gouvernement progressiste ou aux projets progressistes plus généraux. Voilà. Encore un mot. Bien, il nous reste vous remercier. Puis, je pense que c'est une invitation à continuer dans ce genre d'exercice. Et j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Et merci Suzanne. Merci Victor. Et merci à vous tous.